le temps d'aujourd'hui, si ce n'est de demain, c'est le temps de la ruralité. Eh ben, c'est ça qu'on voudrait vous Là, entendre là, dire. Alors la Ah punchline, ouais, ça j'adore. y est, on le tient, on le tient. Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième numéro de Relance ta boîte, l'émission de la Cité de la RSE. Nous accueillons aujourd'hui Thibaut Renaudin et Servane Régent pour un sujet qui va nous amener de la ville à la campagne pour réussir en monde rural, la réussite est dans le pré. Comme le dit Servane. Donc, bonjour à tous les deux. Je vous propose de commencer par vous présenter pour qu'on puisse ensuite embrayer sur les questions de l'impact finalement de l'installation en zone rurale et puis éventuellement les oppositions historiques entre monde rural et monde urbain. Est-ce que ces confinements et cette crise sanitaire provoquent des changements sur ces sujets-là? Alors, peut-être Servane en premier pour se présenter. Merci Rémi, merci Cécile pour cette invitation. Thibaut, ravi de cet échange. Donc Servane Régent, je suis la fondatrice de La Réussite est dans le Pré. Après 12 ans à Toulouse, en plein centre-ville, on est venu s'installer dans les coteaux de la côte viticole bourguignonne, donc au-dessus de Nuits-Saint-Georges, dans un petit village de 98 habitants, pour venir installer des espaces de coworking à travers un maillage territorial pour permettre aux gens de ne plus vivre là où il y a du travail, mais de travailler là où ils ont envie de vivre. Donc c'est une ambition assez forte, mais on considère que si on n'est pas un petit peu acteur de ce mouvement de fond qu'on est en train de voir et qu'on ne permet pas aux gens de répondre aux différentes aspirations qui sont accélérées par la récente crise, rien ne se passera. Donc on a décidé de bouger et on vient se positionner dans cette logique de personnes qui veulent agir pour leur territoire au cœur des territoires ruraux. Merci Servane. Thibaut, qui est alors Thibaut? donc, merci, merci pour votre invitation, merci Servane pour ton introduction. Très heureux également d'échanger sur cette thématique qui me tient à cœur. Je suis maire d'un petit village de 200 habitants, et quand je dis petit, il n'y a rien de péjoratif, dans le Bas-Armagnac, c'est-à-dire à l'ouest du département du Gers, en Occitanie. Vice-président d'une communauté de communes de 7000 habitants sur les questions d'attractivité et de communication. Je suis à titre professionnel délégué général du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, le mouvement des faiseux, de ceux qui font des entreprises, des associations, des collectivités, des collectifs divers et variés, à la fois qu'on labellise sur leur réplicabilité, sur leur utilité, sur la capacité à travailler ensemble, et puis on renforce les synergies sur le terrain. Et j'ai créé il y a 2 ans et demi maintenant un mouvement qui s'appelle InSite, qui a créé un concept d'Erasmus rural, dont le but est de pouvoir faire vivre des jeunes en service civique dans des villages de quelques centaines d'habitants, des fois dans quelques dizaines d'habitants, et de les faire s'impliquer. Ils vivent en colocation dans ces villages et ils s'impliquent au service de ceux qui font, c'est-à-dire des élus locaux, mais aussi des responsables associatifs, des commerçants, des artisans, des paysans qui tous les jours inventent des solutions au service de la dynamisation de leur territoire pour participer à une chose tout à fait révolutionnaire, j'aurais tendance à dire, qui est comment est-ce qu'on rééquilibre notre territoire national et comment les territoires urbains, les territoires ruraux fonctionnent plus de concert avec un équilibre que l'on voit bien aujourd'hui dans la période de crise, qui me semble, moi, tout à fait nécessaire. Voilà un peu l'enjeu. Je suis à la fois très urbain, parce que j'ai beaucoup vécu à la ville, et très rural, ancré dans mon territoire, qui est bien entendu le plus beau de France. Et vous avez effectivement tous les deux vécu en ville et eu des carrières professionnelles dans un milieu urbain. Et puis vous avez fait le choix, là, en conscience, d'aller développer des activités en milieu rural. Et finalement, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a conduit à ce changement? Et est-ce que vous pouvez nous faire aussi un bilan à quelques
mois et peut-être quelques années de ce grand tournant. Servane, peut-être? Oui, alors effectivement, moi j'ai eu une enfance entre Bourgogne et Lyon, donc quand même une des deuxièmes villes des plus grandes métropoles de France. Puis après, je me suis perdue 12 ans à Toulouse, dans cette magnifique ville absolument fabuleuse, où j'ai pu avoir une carrière extrêmement passionnante sur tout ce qui est immobilier, environnement de travail. Et donc j'ai pu voir en fait ces mouvements de fond qui étaient présents et qui se sont, donc, comme je le disais, accélérés avec la crise. Et donc ce projet, voilà, moi j'ai un attachement à la Bourgogne qui est assez fort. J'avais toujours en tête cette idée de vouloir revenir un jour, mais vraiment se pose la question du travail. Et c'est la grande difficulté de ceux qui sont attachés à des territoires ruraux, c'est comment faire quand on a aussi une ambition professionnelle. Et je pense que c'est deux choses qui étaient difficilement conjugables avant et qui du coup maintenant ces dernières années sont beaucoup plus tolérées. On n'est plus obligé de monter à Paris pour faire carrière, on n'est plus obligé de rester en cœur de ville pour s'éclater dans son boulot. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Je suis allée à la rencontre d'énormément de personnes qui avaient fait ce choix à des stades différents de leur vie, venant de grandes villes, de plus petites villes. Je suis allée à la rencontre de plein de gens et tous m'expliquent en fait qu'il y a cette dimension de vouloir revenir à une certaine réalité qu'on a perdue et qu'on peut parfois perdre en ville, une volonté de se réancrer dans un territoire où finalement on va avoir un rapport aux gens, un rapport à son environnement qui va être différent et qui va correspondre à un moment de vie justement, pardon ce lapsus, mais qui est justement est très intéressante. Je pense que finalement demain, on va tous être attachés à des territoires. Moi, j'adore Toulouse, il n'est pas impossible que je revienne y habiter un jour, mais il y a des réalités de vie qui seront peut-être justement des étapes où on va être plutôt citadin, d'autres on va être plutôt dans une ruralité. Moi, clairement, j'ai des enfants en bas âge, on l'a vu lors du confinement. Qu'est-ce qu'on souhaite à nos enfants? Est-ce qu'on souhaite qu'ils soient dehors, à s'émerveiller, à voir passer les saisons, ou est-ce que voilà, on veut leur donner des perspectives qui s'arrêtent à 2,50 m devant un mur de béton? Voilà, il y a des choses qui vont être plutôt des étapes de vie, et je pense qu'on a un rééquilibrage à trouver pour permettre justement à chacun de vivre ces étapes de vie là où il le souhaite avec son travail et ses ambitions. Mais moi, j'ai grandi dans ce village. Enfin, d'abord, je suis né à Paris, mais je suis arrivé à 5 ans, enfin pas tout seul, hein, dans ce village de 200 habitants où j'ai grandi. Et puis, pour faire mes études, bien sûr, je suis parti à Toulouse. Et sont enchaînés après mes études, 20 ans d'implication au service de la politique de la ville à Toulouse, mais un peu partout en France. J'étais secrétaire général d'une structure qui s'investit beaucoup sur les questions de politique de la ville. Et puis, au bout de 20 ans d'expérience professionnelle dans ce champ-là, même si j'ai toujours gardé un lien avec mon village en créant une association culturelle ici, de façon assez étonnante, lors d'un voyage à New York, j'ai eu cette envie de changer un peu de vie et de me reconnecter à la question de la proximité. Ça vient d'être dit. Je crois que le territoire rural, dans sa grande diversité, c'est un territoire de sens et de proximité. C'est là où j'ai coutume de dire qu'on vit avec les gens sans forcément les aimer, mais on est un peu obligé de vivre les uns avec les autres. Parce que son voisin, dans un village, même si on ne l'apprécie pas trop, eh bien, on vit avec lui. Et donc, ça nous permet de créer une autre vie, et toutes les activités, j'aurais tendance à dire, et c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, doivent avoir un peu de sens. Une entreprise, elle n'est pas hors sol ici, elle vit avec la population. Un paysan ne peut plus être hors sol. Il l'a trop souvent été, mais aujourd'hui, il ne peut plus l'être. Et on le voit, d'ailleurs, ça se passe souvent mal aujourd'hui quand un paysan met des pesticides sur son territoire. Ben, ça se passe, la population l'accepte de moins en moins. Donc, les choses doivent avoir du sens parce qu'on vit les uns avec les autres. Et dans cette période un peu anxiogène dans laquelle on est en train de rentrer, le territoire rural apparaît comme un peu un territoire de protection, où en effet la question du confinement elle est quand même moins pénible ici qu'ailleurs, et les solidarités de proximité se renforcent. Je le vois dans ma commune, je n'ai plus
une antenne de la Poste, même plus une poste, j'ai plus d'école, j'ai qu'une antenne de la Poste. Mais cette antenne, ce bureau de poste, j'en ai fait une épicerie. C'est toujours une antenne de la Poste, mais j'en ai fait une épicerie où on distribue des paniers bio, mais aussi on fait de la petite épicerie de proximité, mais qui a du sens. Et grâce à ça, on a pu reconnecter avec des paysans qui sont à 4-5 km du coin, que finalement les habitants ne connaissaient pas, ou plus. Et donc, on retisse du lien fort. Et je crois que c'est une des vraies réalités de la ruralité qui doit venir. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les territoires urbains aujourd'hui, parce que alors que on pourrait en tant que rural, comme beaucoup, vivre l'urbanité comme quelque chose de difficile pour nous, comme quelque chose qui nous écrase, qui nous minimise, etc. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Je suis dans cette philosophie où, d'abord, j'ai beaucoup d'empathie parce que je pense que c'est compliqué. Prenons en considération que Paris, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire, si on fermait les portes autour, et que vivre dans des situations de confinement dans les territoires urbains, c'est compliqué. Bref, je pense que la ruralité doit jouer un rôle aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure, de rééquilibration et aussi d'empathie. D'empathie pour les urbains, non pas pour faire venir tous les urbains à la campagne, ça n'a pas tellement de sens, mais en tous les cas pour avoir un territoire qui est beaucoup plus équilibré. Et notre République a besoin de cet équilibre, d'apaisement, de bienveillance. Et je crois que les territoires ruraux peuvent être à ce rendez-vous. Ah, Thibaut, effectivement, tu parlais tout à l'heure de l'agriculteur qui est un acteur économique qui a un impact sur son territoire, un impact historique sur son territoire qui sont en train de changer lié à la demande des gens installés sur place. Mais une entreprise qui a envie de s'installer ou un acteur économique, même un indépendant qui a envie de s'installer en zone rurale, Ervan, tu en connais, tu en accompagnes, il a forcément un impact sur le territoire où il s'installe, positif ou négatif, il a des exigences. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de s'installer de cette manière-là et est-ce qu'on peut dire ce rééquilibrage, faisons-le allègrement, ou est-ce qu'il y a des contraintes à quelqu'un qui veut envisager ce déplacement-là? Est-ce qu'il doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres? La question, elle est liée au fait que il y a 10 ans, pour s'installer à la campagne, c'était compliqué. Il n'y avait pas l'Internet, l'accès facile, il n'y avait pas la fibre, rien que des choses très pratiques. On en est où aujourd'hui, finalement, là-dessus, à la fois l'impact de je m'installe en zone rurale, mais également la possibilité de le faire? Il y a un double événement. D'abord, je pense qu'on vit une véritable révolution copernicienne. Ça fait deux fois que je dis le mot révolution depuis le début quand même. Mais voilà ça. Depuis le premier confinement, quel est-il? C'est que, on le sait depuis de nombreuses années, le transfert de population le plus important, il est de la ville à la campagne. Sauf que c'était un transfert de population de gens qui ne dépendaient pas ou peu de l'emploi, globalement, versus des retraités. Ou des gens qui, à la marge, et en particulier des jeunes, et très à la marge, des jeunes qui avaient fait une très belle école, qui rentraient dans une très grosse entreprise, au bout de quelques années, se disaient, mais bon, ça n'a pas de sens. Et donc, passer un CAP de menuisier et développer une excellence dans un domaine, dans un champ bien particulier. Mais ça, c'était très à la marge. En plus des gens qui ont envie d'un changement de vie et de se reconnecter à la nature, ce qui est pas non plus négligeable dans ce transfert de population, mais c'est quand même plutôt à la marge. Ce dont on vient de s'apercevoir, c'est que on pouvait, et Servan l'a dit tout à l'heure, on peut continuer à faire le même métier et vivre ailleurs. Donc la connectivité, elle est tout à fait essentielle. Il y a 1000 problèmes qui se posent autour du numérique, de la connectivité. Mais au moins, et le Gers, le département du Gers, a joué cette carte-là, très fortement, avec le développement de la fibre aujourd'hui qui se développe dans le département de façon très très forte. Donc on peut, pour un certain nombre de métiers, évidemment, quand on est boucher charcutier dans le 18e, c'est plus compliqué de faire du télétravail dans le Gers. Mais pour un certain nombre de métiers, ça apparaît aujourd'hui possible. Et j'en suis moi le premier exemple. Je suis délégué général d'un mouvement national, mais je suis ancré dans le département du Gers. C'est inutile de vous dire que Thermes d'Armagnac, Paris, bon, ça se fait pas en chameau, mais c'est quand même pas tout à fait simple. Donc, il y a cette révolution-là. Deuxième élément, me semble-t-il, c'est la soif de proximité. Et c'est l'envie qu'ont les citoyens, et je le pense aussi les travailleurs et les chefs d'entreprise, de se relocaliser. On est passé, me semble-t-il, et le modèle agricole en est une bonne illustration, mais globalement, le monde du travail, pareil, à avoir des développements qui sont un peu hors sol.
Or, aujourd'hui, on a besoin de proximité et on a besoin de sens. Donc, une entreprise, elle peut tout à fait bien se développer, et on le voit aujourd'hui, les campagnes lancées, entre autres par la région Occitanie sur Je consomme dans ma région, nombre de collectivités territoriales, et moi le premier, l'ont fait. J'ai réuni les artisans, les commerçants de mon village, et je fais une communication auprès de mes 200 habitants, ce qui est que dalle. 200 habitants, c'est rien du tout. Mais si 200 habitants se mettent un peu à consommer local dans le village, ça change la vie des artisans, des commerçants. Donc, je crois qu'il y a un phénomène là qu'on est en train de vivre, qui est le phénomène de la proximité et de la soif de connexion les uns avec les autres et de sens. Et dans l'économie, forcément, ça a un impact fort. Donc, oui, on va peut-être moins faire des espaces commerciaux à la périphérie des villes ou à la périphérie des centres-bourgs, comme je l'ai dans ma communauté de communes. On a fait des espaces comme tout le monde, on a bétonné un peu pour que des entreprises viennent venir. Je crois que c'est un modèle qui est obsolète. Je crois que le modèle de demain, ça va être de se relocaliser dans des endroits, et moi le premier, sur un sujet, par exemple, qui est le vieillissement. J'ai une toute petite maison de retraite, 16 places. Eh bien, on va essayer de faire de cette maison de retraite un espace, on va faire du vieillissement un espace au service du développement économique, social et environnemental de mon territoire. Donc, on va l'augmenter un peu, on va en faire un espace de vie pour des jeunes et pour des personnes âgées qui ne sont pas forcément dépendantes. On va augmenter un peu les places avec des personnes handicapées à la retraite. Bon, voilà. Et donc, on va relocaliser de l'économie. Et je crois que sur tous les sujets, on peut être en capacité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir besoin de nourrir ces gens-là. Donc, la question de la lecture, je vais avoir besoin de soigner les gens-là. Donc, on va créer des nouveaux postes. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une des illustrations. C'est la force que j'ai, mais j'ai aussi un site historique qui est aussi un site qui développe un modèle économique avec une quinzaine de milliers de visiteurs par an. Et je crois que ça, sur l'ensemble des territoires, ça peut pouvoir se poser. Servan, tu as mis en place des outils également. Ce sont des outils que tu as développés également au service de ces gens qui veulent travailler sur le territoire rural. Oui, tout à fait. Si Thibaut parle de deux axes, qui va être le premier, effectivement, la question que posait Rémi, c'est la notion d'infrastructure. Est-ce que je peux demain avoir ma connexion fibre, etc. Donc, les territoires l'ont prise partie des infrastructures. Moi, et au-delà de les infrastructures, c'est vraiment toute l'offre de services qu'on peut avoir autour. Moi, je pense notamment à la culture. Ici, c'est assez impressionnant. Je suis à 10 km d'un énorme centre culturel d'art moderne. Enfin, il y a tout ça maintenant qui est arrivé. Et du coup, ce deuxième axe que Thibaut soulève, c'est vraiment cette notion d'ancrage et de communauté qui est vraiment important, parce que cette quête de sens, justement, on ne la fera pas sans l'autre. Et on ne la fera pas sans un peu d'humilité. Lorsqu'on arrive dans un territoire, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre ses problématiques, comprendre ses enjeux, comprendre son modèle économique. Quand on parle avec l'agriculteur, justement, qu'on parlait hors sol, moi j'en ai discuté avec beaucoup aussi qui veulent revenir dans des développements du bio, etc., mais qui ont des vraies réalités économiques, leur modèle, etc. Il faut comprendre, il faut être dans cette humilité d'aller comprendre l'autre. Et ce qui est intéressant aussi dans les campagnes et que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est cette notion de mixité qui est très forte. Parce que finalement, quand vous êtes dans votre quartier, il y a quand même un manque de mixité. Vous êtes quand même avec un univers qui est proche du vôtre. Moi, typiquement, dans mon village, j'ai le patron du 440 qui a sa résidence secondaire. J'ai un dentiste bordelais qui veut travailler 2 jours par semaine et qui, les 3 autres jours, veut travailler son autonomie alimentaire. Et je peux vous dire que les discussions sous le tilleul, sous la place du village, le 14 juillet, politiquement, c'est assez animé. Et en fait, je pense que c'est très important, cette notion de communauté, d'ancrage. Il faut regarder les outils sociaux et les outils du numérique sont mis justement tous au service de ce regroupement. Thibaut parlait des différentes initiatives qu'il prenait en tant que politique, mais il faut voir aussi à quel point l'associatif et même l'économie se met à service justement de la société. Quand on parle de RSE, on parle justement de cette responsabilité sociétale, et c'est que finalement, ce n'est plus seulement l'apanage du politique, de l'associatif, c'est tout le monde qui vient mettre sa pierre à l'édifice avec son propre modèle, sa propre réalité, et il faut que chacun se place dans une certaine humilité pour comprendre justement les enjeux de l'autre et travailler ce vivre ensemble, qui est une vraie réalité, parce que comme disait Thibaut, quand il y a 200 personnes, alors nous on est encore moins nombreux, on est 100,
mais on se connaît tous. Effectivement, il y a des gens qu'on apprécie plus ou moins, mais par contre, on vit ensemble. Et je pense que le vivre ensemble, c'est une vraie réalité en territoire rural. Et donc le message tous les deux, c'est de dire, bah oui, aujourd'hui, c'est faisable de s'installer, d'installer son entreprise, d'installer ses enfants, d'installer son conjoint avec soi et de faire 20, 30 km, 100 km, quitter sa ville si on a envie et s'installer un certain temps à la campagne et avoir son activité économique. Il n'y a plus besoin de dire, bah, je vais changer, je vais arrêter de travailler dans l'informatique, je vais élever des chèvres pour pouvoir partir et changer de lieu. C'est ça le message? Les Oui, chèvres tout à sont fait. les chèvres sont partie de la ruralité, je crois. Enfin, elles y sont toujours, mais cette image de je vais à la campagne simplement pour élever des chèvres et faire des pulls en laine, c'est fini. Enfin, je veux dire, ça existe par ailleurs et on en a besoin. On a besoin d'avoir des activités qui relocalisent aussi un artisanat dont on a besoin. On le voit de plus en plus. Regarde, la crise nous le montre tous les jours. Donc, mais on est sorti de ça. Je crois que c'est pas. J'aurais tendance à dire, c'est pas. On peut. C'est un peu nécessaire de le faire. C'est un peu nécessaire parce que nos territoires ruraux, il faut qu'on arrive à casser quelque chose qui est le sentiment de déclassement que peuvent avoir un certain nombre de ruraux, qui est mortifère. Il est mortifère ce sentiment-là. C'est-à-dire, il y a deux phénomènes qui percutent un peu la ruralité. Il y a un déclassement, la fuite, le départ des services civiques, la question de la désertification et en particulier la désertification médicale. Donc, tout ça sont des mécanismes qui existent, qui sont très forts et qui viennent percuter la ruralité, le départ, la fermeture des écoles, etc. Et deux, il y a un sentiment de déclassement. Ce sentiment de déclassement, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, mais pas que, il est mortifère parce qu'il éloigne les citoyens de toute sphère publique, quelle qu'elle soit départementale, régionale, nationale, européenne, mondiale. Et donc les gens ont ce sentiment, certains, que la société, elle n'est pas pour eux et que les choix qui sont faits, ce ne sont pas les leurs. Et donc ça génère un sentiment d'exclusion, ça génère du rejet de l'autre, des sentiments mortifères qu'il faut absolument casser parce que sinon on va vers une situation problématique. Donc il est nécessaire de rééquilibrer nos territoires, il est nécessaire de venir aussi s'installer à la campagne, d'y vivre, de développer son activité économique. Mais au-delà de ça, au-delà même moi qui suis vice-président d'une communauté de communes, quand on a mis en place notre projet de gouvernance, la question du développement économique était en premier. Et dans la discussion que j'avais avec mes collègues, c'était de dire, mais quel développement économique voulons-nous ? Avant de se poser la question, il faut soutenir les entreprises, oui, d'accord, mais quel modèle économique voulons-nous ? En l'espace de 7 ans, nous avons perdu 50 paysans sur les 150 qu'il y avait sur notre communauté de communes. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut continuer à avoir des grandes exploitations qui sont de plus en plus hors sol, où les gens travaillent jour et nuit, ne sont pas reconnus, ont par ailleurs souvent un salaire qui n'est pas à la hauteur, etc. Ou est-ce qu'on veut réimplanter des paysans qui ont moins de terres, mais qui ont plus de sens, qui ont une plus-value sur leurs produits qui est plus importante, parce que ce sont des produits de qualité. Voilà. On veut ça ou on veut autre chose ? On veut remettre des artisans, des commerçants dans nos villages, dans les centres-bourgs. On veut des entreprises à taille humaine qui ont des projets à impact social fort. Qu'est-ce qu'on veut ça ou on veut autre chose, une économie qui est hors sol ? Moi, mon choix, il est clair, net et précis. C'est une économie qui a du sens et c'est un développement économique qui a du sens. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il est nécessaire de le faire. Effectivement, Rémi, quand tu poses la question de est-ce que maintenant c'est possible, il faut aussi. Alors Thibaut parle de révolution. Moi, j'aime bien aussi parler de dire qu'il y a eu un mouvement de fond et qu'il y a eu une accélération par la crise du Covid que nous avons connue. Laetitia Wido, notamment, disait dans Welcome to the Jungle, qui est un média spécialisé sur tout ce qui est environnement de travail et nos manières de travailler, disait en fait, on a fait un saut de 10 ans dans les évolutions managériales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait les outils, on avait la capacité, le nomadisme, tous nos outils numériques, le digital, etc., ils étaient là, mais on avait encore des barrières et des freins, notamment liés au management. Et finalement, cette crise, elle a permis une accélération terrible de ces mouvements-là au point de vue du management et des mentalités. Donc maintenant, oui, c'est possible parce qu'à la fois, on a les outils et à la fois, on a les mentalités qui se sont accélérées sur ces notions-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces aspirations des individus, qui étaient vraiment cette quête de sens, cette recherche
d'équilibre de vie, de ce fameux droit à la déconnexion dont on parle beaucoup, il va venir retrouver les aspirations des entreprises et de la société, des entreprises parce que celles-ci s'interrogent vraiment sur la gestion de leur immobilier. L'ARCEG indique qu'un coût d'un poste de travail, c'est 13 000 € par an en moyenne. Donc derrière, il y a une vraie réalité économique. Donc finalement, l'entreprise, elle va aller chercher cette logique RH d'attraction des talents. Comment je fais pour attirer les talents et pour garder mes talents quand ceux-ci veulent vivre à la campagne? Qu'est-ce que je leur permets, etc. Donc il y a un vrai sujet. Quand vous travaillez avec certains types de métiers, on parlait des développeurs informatiques qui maintenant veulent pouvoir travailler d'où ils veulent. Un développeur informatique, c'est tellement précieux que vous acceptez qu'il travaille d'où il souhaite. Donc finalement, c'est une tendance qui va aller jusque dans d'autres métiers. Et donc, les aspirations des individus vont retrouver les aspirations des entreprises qui, maintenant, au-delà d'un sujet purement RH, devient un sujet financier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le DAF qui paye sa tour à la Défense, qui actuellement est vide, mais qui, même en temps hors Covid, est utilisé à 40-60%, s'interroge. Donc finalement, est-ce que cet argent que je pose dans mon immobilier, dans mon environnement de travail, qui est souvent le deuxième coût après les salaires, est-ce qu'il est utilisé à bon escient? Est-ce que finalement, je n'ai pas intérêt à plutôt aller payer une prime coworking et à permettre aux gens de travailler d'où ils veulent, mais quand même dans un environnement de travail confortable, parce que travailler depuis chez soi aussi, tout le monde a compris qu'il y avait des limites, je pense. Et finalement, du coup, on va se dire, est-ce qu'il n'y a pas un formidable tremplin à vivre dans l'économie de l'entreprise en tant que telle, où finalement, ce deuxième poste qui est généralement très conséquent peut-être être réemployé dans autre chose et pourquoi pas dans une démarche RSE encore plus poussée ou dans une autre dimension, dans l'innovation, dans l'investissement en territoire. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent maintenant… On est à un moment crucial où les aspirations des individus, les aspirations des entreprises, mais aussi les aspirations sociétales, quand le président Emmanuel Macron, lors de son élocution, dit on doit arrêter de tout décider depuis Paris et on doit laisser un petit peu les territoires prendre en compte les spécificités, là en l'occurrence d'une crise sanitaire. Ça fait du bien à entendre, il était temps, et je pense que, voilà, bien évidemment, il y a des actes à inscrire, etc. Mais les aspirations des individus, les aspirations des entreprises et les aspirations sociétales sont en train de se réunir et on a un vrai challenge à relever. Et comme dirait un fameux dicton anglais, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Donc, profitons-en, montons un petit peu au créneau, nous, territoires ruraux, nous, acteurs du territoire rural. Alors, Thibaut a le mérite d'avoir plusieurs casquettes. Moi, j'ai qu'une seule casquette, qui est celle de l'entrepreneuriat. Mais j'estime qu'elle est aussi tout intéressante que la casquette de l'agriculteur, la casquette de l'association, la casquette du politique avec qui moi, je veux travailler, à qui je veux ancrer mon entreprise au sein de mon territoire. Alors, Rémi me connaît un peu plus. N'hésitez pas à m'arrêter. Parce que alors, moi, quand je me lance, je suis extrêmement convaincue. Cécile, faites-moi des signes. On est deux là, tu sais, sur le sujet. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend aussi dans vos deux discours, dans vos deux interventions, qu'il y a eu une motivation personnelle, individuelle, en fait, à cette implantation dans un territoire rural, dans un village, et que de cette motivation personnelle, vous faites aussi un travail collectif. À la fois une volonté de servir le collectif, mais aussi une volonté de vivre avec les autres. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Thibaut disait, effectivement, on reconstruit de la crise, en fait, on essaye de refaire société, et je trouve que c'est très, très intéressant et très inspirant de vous entendre sur le sujet. Merci beaucoup donc à Thibaut et à Servane. Je retiendrai plusieurs choses et j'ai beaucoup aimé la phrase de Servane, on aurait tort de se priver d'une bonne crise. Alors non, on pourrait s'en passer, mais il ne faut pas la gâcher maintenant qu'elle est là. On a échappé à « il leur faudrait une bonne guerre ». On s'en sort. Oui, on va éviter. Bon, merci à tous les deux. En tout cas, merci Cécile de participer à cette émission et de l'animer avec moi. Merci Thibaut, merci Servane. Eh bien, à bientôt. Je pense qu'on a encore matière à d'autres sujets. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous. Merci à vous deux. Au revoir.